Aujourd'hui, le grenier Jeanne-Teny a le plaisir de recevoir Patrick Deveau pour marque-page, paru cette année sous le numéro 28 de la collection des Chants de Jeanne, édité par le grenier Jeanne-Teny. Un entretien mené pour vous par la délicieuse Listeria Wallner, accompagnée de Sonia K. et son si mystérieux accent aux lectures. Les livres se surprennent à ne pas être lus. Trop de langage, peut-être. Avec le silence de la nuit, pour marque-page. Bonjour Patrick Deveau. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui autour de votre dernier recueil, marque-page. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes poète, auteur d'une trentaine de recueils parus entre 1988 et ce jour. Ancien secrétaire fraîchement élu, nouveau président de l'Association royale des artistes et écrivains de Wallonie, membre de l'Association des écrivains de Belgique et de diverses associations littéraires en Belgique et à l'étranger, je veux, avant de commencer cet entretien, vous demander « Alors, monsieur le président, comment allons-nous par les temps qui courent ?» Par les temps qui courent, on fait avec les temps qui courent. Le sujet étant le temps, justement, c'est intéressant de poser la question. Donc, comment allons-nous? L'homme lui-même, je pense, va raisonnablement, malgré tout ce qu'on lui fait avec le Covid. Et j'ai envie de dire, malgré tout ce qu'on lui fait pas comme président encore. Donc, disons que la situation de président, c'est assez neuf. La fonction, je ne suis pas accroché à la fonction, mais à ce que je peux faire pour les gens, à ce que je peux faire pour l'association, bien sûr, et voilà, donc je pense que c'est surtout ça. Au fait, mon cher Patrick, vous qui nous aviez laissé avec une intense réflexion sur le temps dans le temps appris, le temps qui court, c'est encore un temps qui apprend, qui s'apprend, c'est un présent, un futur ou un passé à jamais, un parfait. Oui, je pense qu'on apprend toujours du temps. Le temps lui-même nous en fait perdre beaucoup. C'est-à-dire que bon, il va de plus en plus vite le temps au fur et à mesure de l'âge qu'on acquiert, hein, donc on le sait. Hein, donc on sait qu'on a un temps mesuré pour faire les choses et il faut essayer de le faire convenablement, que ce soit dans le futur ou tout de suite. Donc j'aime assez bien la vie au jour le jour, je dois dire, de plus en plus, et mes contacts sont en fonction de ça également, donc voilà. Alors pour le temps passé, on ne sait pas changer grand-chose, le temps passé, c'est le temps passé, mais on peut tout de même agir sur le souvenir, sur les évocations, la littérature en ça joue son rôle en ce sens. La littérature joue son rôle de témoin. La littérature est un témoin du temps. Au temps appris succède donc marque-page. Or, le signet est toujours symbole d'une interruption et donc d'une suspension du temps, celui de la lecture en l'occurrence. Fallait-il donc au terme de 30 ouvrages poétiques marquer une pause? Mais avant que vous ne nous répondiez, je vous propose d'écouter « Un jour, on pense avoir tout dit ». Un jour, on pense avoir tout dit. En regardant l'horizon, on constate qu'on n'a jamais cessé de se taire. Étonnant cet intérêt d'un écrivain pour cet accessoire de la lecture plutôt que pour l'encrier accessoire de l'écriture, non? Alors, Patrick Deveau, vous nous expliquez ce qu'est pour vous ce marque-page? Disons que je n'ai pas de préférence en matière d'instruments pour écrire ou pour penser littérature. Donc je suis très attaché aux encriers, justement. Je collectionne les encriers que je récupère sur les brocantes avec des fonds d'encre. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup tester d'ailleurs l'encre avec des plumes anciennes parfois. Et je griffouille sur mes brouillons avec une encre verte, une encre rouge. Ça m'amuse beaucoup. Bon, mais c'est un peu un jeu. Mais pour en revenir au marque-page, chez moi, le marque-page est essentiel. D'abord, il prend la mesure de ce qu'on lit. Donc, quand on lit, on a une pause en soi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une pause en moi quand je lis. Donc, avant de passer au texte suivant, en particulier en poésie. Et alors, je me fais mon propre marque-page. Donc,
je le mets physiquement ou mentalement. Je peux interrompre la lecture et la reprendre, passer d'ailleurs à un autre livre aussi. Et alors ma bibliothèque est truffée comme ça de marque-pages. Et donc le marque-page pour moi est essentiel. Donc j'ai un peu emmené quelques marque-pages. Ceci c'est un marque-page. Bon, chaque fois mes marque-pages rappellent une émotion ou un souvenir. Ici c'est un marque-page de voyage, je vais dire. Donc il vient du Japon. Donc c'est un souvenir japonais d'un voyage que j'ai fait avec mon épouse. Et parce qu'on aime beaucoup les voyages en Asie. Et alors, quand je prends ce signet dans un livre, qui est souvent alors un livre d'haïku ou des choses comme ça, qui rappellent un peu aussi le Japon, bien sûr, ça va ensemble. Hein, donc à ce moment-là, je pense à l'endroit ou bien je pense à l'auteur, ou ça dépend un petit peu de la conjoncture. Ceci, c'est un marque-page que j'ai fabriqué moi-même avec un vieux morceau de cuir, je ne sais même plus d'où il vient, mais j'aimais bien le toucher du cuir, donc le marque-page artisanal. Voilà. Bon, ici, c'est un marque-page d'une librairie, c'est moins courant. Parfois, je prends le marque-page pour le contexte de ce qui est mis dessus. Ici, il est indiqué « Je suis toujours le naufragé des batailles perdues ». J'ai adoré parce qu'un marque-page qui est naufragé des batailles perdues, j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouvais ça émouvant. Je ne sais pas de qui c'est, mais le naufragé des batailles perdues, les auteurs sont toujours un peu naufragés de batailles gagnées ou perdues, ça dépend. Voilà. Alors, il y a un marque-page auquel je tiens beaucoup, c'est celui-ci. C'est un marque-page de Bob Moran, de l'ombre jaune. Ce sont mes premières lectures jeunes dans une bibliothèque. J'ai trouvé ce marque-page dans un livre de Jean Ray. De Jean Ray, j'ai presque tout Jean Ray. Et ici, donc, c'est un marque-page Pocket Marabout. Ça doit être assez rare. Mais donc, au point de vue émotion, c'est intéressant parce que ça m'a ramené un peu à mes lectures d'enfants. Et donc, il passe presque d'un livre à l'autre. Voilà. Alors, il y a un marque-page ici qu'on va reconnaître, peut-être certains. C'est un marque-page d'une auteure célèbre parmi nous. Séparation, c'est un marque-page qui révèle notre amie Martine Rouard. J'aime bien parce qu'elle donne des marque-pages avec ses livres, c'est intéressant aussi. Donc parfois, ça me révèle la personne aussi, ce qu'elle a écrit aussi, bien sûr. Hein. Voilà. Ici, c'est un marque-page Le goût de la limace de Zoé Derlin. J'avais eu un contact avec elle à la foire du livre. Elle sera présentée au sein de l'association l'année prochaine. Et au verso, elle avait mis simplement son adresse email. Mais ça crée des contacts. Et voilà encore un marque-page plastifié du livre tout proche qui lui assure une certaine pérennité. Voilà. Pour le marque-page physique. Ah, il est donc d'autres marque-pages. Oui, le marque-page moral, le marque-page qui révèle le ressenti aussi. Donc le fait de prendre un livre, j'ai par exemple ainsi un livre fétiche qui est un livre marque-page. Pour ceux qui connaissent un peu votre œuvre, il est impossible de ne pas songer que la page qu'il s'agirait en réalité de marquer a un nom et un visage particulier, celle de la poétesse trop tôt disparue Kathleen Van Melle, décédée à 24 ans en 1988, année de la parution de votre premier recueil, Le sourire du héron. C'est en tout cas ce que m'a évoqué ce premier texte de votre recueil, juste là, que je vous propose d'écouter avant que vous nous disiez ce qu'a été et ce qu'est toujours votre relation avec cette poétesse et son père, le regretté Paul Van Melle. Tu serais là, à juste vouloir, avec le signet de soi, être à la page de toi-même, dans une salle comble, où personne ne bâille, juste là, avec une tache d'encre au côté droit. Je voudrais en revenir au marque-page par le livre, parce que c'est important. On a posé la question par rapport à Kathleen Van Melle. Donc j'ai rencontré Kathleen, donc mon amie en poésie, à une association littéraire. Les ateliers, ça s'appelait à l'époque les ateliers poétiques du roman pays. Actuellement, c'est les ateliers, ateliers littéraires du roman pays, où je suis d'ailleurs aussi président. Bon, c'est un petit peu un détail, oui, voilà. Donc c'est aussi récent, voilà. Bon.
Mais bon, je tenais à ce que l'association perdure parce que mes premiers contacts en poésie ont eu lieu là, avec cette personne-là. Alors, les premiers contacts se sont faits, j'étais assez timide, cette personne un peu moins, je crois, j'étais beaucoup plus jeune que moi, une dizaine d'années. Il y avait une seule place quand je suis arrivé dans cette pièce qui était chez Gisèle Toussaint à l'époque, et on présentait la poète André Sodenkamp. Donc c'est pas n'importe qui. Donc j'ai été émerveillé, je ne connaissais pas grand-chose au monde de la poésie, j'ai été émerveillé par ce contact, par cette personne déjà aussi. Et bon, j'ai trouvé intéressant, et donc je suis retourné donc, à ces réunions. Et Kathleen Manuel m'a mis le pied à l'étrier de la poésie, d'abord par sa manière d'être, sa présence, et puis aussi par les gens qu'elle m'a fait connaître en poésie. Et parmi ces gens, il y avait un poète qui était décédé, mais que ses parents avaient bien connu. Et c'est le poète Gérard Prévost, qui a écrit quelques... Bon, je ne sais pas si certaines personnes le connaissent encore. Et parmi ses premiers recueils, il y avait un recueil, il y a toujours un recueil qui s'intitule Récital. C'est un long poème écrit en vers réguliers. Donc j'ai mordu au rythme en fait. Et à l'ambiance qu'il y avait entre Kathleen et moi également. J'ai mordu à cette ambiance. Elle me passait le livre et elle soulignait au crayon les passages qu'elle trouvait intéressants et elle me demandait d'y répondre. Elle avait une maturité nettement au-dessus de son âge. Je répète, et moi j'avais là 30 ans, mais j'avais une culture nettement inférieure. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et donc de fil en aiguille, je me suis pris au jeu de lui répondre. Et je mettais dans le même livre mes initiales devant les passages. Et on communiquait comme ça. Elle parlait peu, et moi aussi, donc c'était une manière de communiquer. Donc c'était un peu notre marque-page. Voilà, donc c'est ça. C'est pour ça que je voulais dire marque-page, un livre qui sert de marque-page. Chaque fois que je tombe sur ce livre chez un bouquiniste, je le prends. Je l'ai déjà 3 fois, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je l'ai fait très longtemps, maintenant ça m'a un peu passé. Oui, son père, bien sûr, donc de fil en aiguille, j'ai connu le père, bien sûr. Il a créé son groupe qui s'appelait le GRIL, le groupe de réflexion d'information littéraire. C'était très actif. Des gens comme, il y a des gens ici qui savent de quoi je parle. Hein. Rosemary, par exemple, donc, est venue au GRIL. Donc, on a interviewé des auteurs, et il y avait des spectacles montés. Donc, c'était un travail très élaboré. Donc, il m'a nourri de tous ces auteurs. Enfin, l'ambiance m'a nourri de tous ces auteurs. Et Paul m'a fait connaître encore d'autres auteurs, comme j'ai rencontré ainsi Jean Dumortier, par exemple, qui était ici, qui était président ici, hein, donc Guy Benz, pour Jacques Demotte, voilà, des gens qu'on connaît encore, voilà, aussi, bien sûr, et des gens qui ont influencé mon écriture, comme Guy Benz, par exemple, qui a beaucoup influencé mon écriture, Anne-Marie-Louise Huert aussi. À vous lire, et je parle ici particulièrement de vos 2 derniers recueils, on a l'impression d'une longue discussion jamais interrompue avec la poétesse mentionnée. Pourtant, son nom n'apparaît pas. Cette année, comme vous le savez, c'est l'année Dante. 700 ans qu'il est mort, 700 ans qu'il nous a légué la Divine Comédie. Or, qui dit Dante dit Béatrice. Et Béatrice est le nom de l'amour de Dante. Et le symbole de cet amour est finalement le symbole du symbole, c'est-à-dire le symbole de l'œuvre du poète, comme l'est l'or pour Pétrarque. Et ces 2 noms sont en réalité une absence, puisque ces 2 femmes ont elles aussi été ravies dans la fleur de l'âge. Ce procédé, c'est le fameux signal des troubadours. Je me suis demandé si votre mot signal n'était pas Kathleen, dont le nom absent serait en réalité porté par le mot elle, qui est un mot récurrent de votre poésie avec le mot ange, au moins si j'en juge par les 4 ou 5 recueils que j'ai lus de vous. Pour illustrer mon propos, je vous propose d'écouter 2 textes se faisant face dans votre recueil, L'encre criée et Elle de nuit, et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Elle n'était plus nulle part, et je l'ai partout trouvée, dans le long sommeil des années, à tâtonner de l'encrier, comme un aveugle. Nuit bleue d'encre, à ramasser les mots jusqu'au tranquille sommeil.
d'une plume tombée par mégarde, d'une aile qui s'endort. Donc je pense qu'il ne faut pas trop s'accrocher au mythe en fait. Hein. Donc on parle de la lore de Pétrarque, c'est ça en fait, hein. Lore de Pétrarque. Donc je ne pense pas qu'on peut assimiler une relation comme ça d'emblée d'emblée à un mythe. Je pense que c'est tout à fait peut-être autre chose ou autrement. Chacun a son propre vécu ou ses propres vécus. Et quand c'est un contact, une harmonie entre deux personnes, c'est encore tout à fait autrement que la lore de Pétrarque. Voilà. Concernant les deux textes, Oui. ce que j'avais cru y voir est exact ou le fruit simplement de mon imagination débordante? Ton imagination déborde. Alors, est-ce que ce mot « elle » qui revient Oui. un nombre de fois totalement considérable à travers vos ouvrages? Oui, ça vient très fort dans les ouvrages. C'est un elle prenant. Avec le mot ange. Oui. Et je me suis demandé si ce elle, qui parfois est tout simplement un elle, ne représentait pas un peu Kathleen ou la discussion que Oui, vous par avez moment, avec elle? par moment certainement, bien sûr, dans certains contextes, très certainement, et même peut-être encore, mais j'ai envie de dire qu'il y a d'autres elles aussi dans mes textes. Et plus récemment, il y a d'autres elles, il y a d'autres elles aussi, donc il y a le jeu de mots facile avec elle et elle, mais j'aime bien le mettre, parce que ça rappelle à la fois l'oiseau et l'ange, donc... L'ange, on ne sait pas si c'est l'ange qui a fait l'oiseau ou l'oiseau qui a fait l'ange, mais en tout cas, sont tous les deux des ailes, quoi, en fait, en tout cas, voilà. Donc c'est un aile évolutif, je vais dire, voilà. Elle a été là très longtemps, bon, mais il faut à un moment donné tourner. C'est une pause, on tourne la page, on évolue aussi, bon, mais il y a toujours le respect de ce qui a été avant, et d'en parler aussi, oui, bien sûr, oui. Un autre des usages du marque-page est d'être un passe-mot. Historiquement, il était en effet d'usage d'adresser quelques mots au destinataire du livre sur le signet. Autre temps, autre mœurs, de cet usage nous restent aujourd'hui les messages publicitaires, à défaut d'autres écrits. Votre marque-page est-il également un passe-mot? C'est plus complexe parce que dans la mesure où le marque-page me sert de pause, il va servir de réflexion. Donc, quand ça sert de réflexion, ça sert aussi pour le mot, en fait. Donc, mon marque-page mental, je peux m'arrêter au milieu d'une écriture d'un recueil. J'écris tous mes recueils à la main, pour commencer, déjà. J'écris tout à la main, absolument tout. Et à un moment donné, j'y mets mon marque-page, si on veut, mental. J'arrête d'écrire, je mets un marque-page à un endroit. Parfois, je prends un autre carnet, même quand le premier n'est pas rempli. Et je commence alors à autre chose, et puis je fais un mix de tout. Alors je pense que l'attente entre les deux est un genre de marque-page, oui, c'est un marque-page mental, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup l'idée du marque-page dans tout, en fait. On aura déjà remarqué l'encre criée, l'encrier, passeur de mots, passeur d'images. Où penche pour vous le poétique, Patrick Deveau, vous qui fûtes un grand lecteur de Rimbaud? Et d'ailleurs, quelles sont les filiations poétiques que vous vous reconnaissez ou dans lesquelles vous vous reconnaissez? Mais avant que vous ne nous répondiez, voyons le traitement du mot et de l'image chez vous à l'aide du texte « Quand le poète élague le doute ». Quand le poète élague le doute, il sait qu'il y aura des repousses. Et si tout va bien, une fleur ou l'autre sourira de la lecture neuve d'un papillon. Ah, mes filiations poétiques sont complexes. D'abord, oui, j'ai découvert Rimbaud pratiquement enfant. Je suis tombé donc sur un livre de Rimbaud dans une bibliothèque où la bibliothécaire me mettait un petit peu à l'écart pour une raison que je n'ai pas envie d'expliquer mon enfance et je ne l'expliquerai pas. Mais cette personne m'a pris un peu en main au point de vue littéraire, je vais dire. Et donc,
me présenter des livres, etc. Donc j'ai découvert les Bob Moran, la Comtesse Ségur, ce qu'un enfant découvre. Voilà, les tout connaître à l'époque étaient des livres volumineux, pour ceux qui ont à peu près mon âge, savent très bien ce que c'est. Donc des livres un peu scientifiques, et ça m'intéressait beaucoup. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus maintenant. C'était sur vos filiations. Oui, la filiation. Vos filiations, je dirais, en amont et aussi en aval, c'est-à-dire quels sont les auteurs qu'il vous plaît à lire, oui. Soit d'avant ou... Oui, donc bien sûr, Rimbaud, donc la révélation, c'était aller retrouver quoi, l'éternité, c'est la mer, aller avec le soleil. J'ai trouvé cette formule sublime. J'ai dit oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais je ne savais pas ce que j'allais en faire. J'avais une douzaine d'années, donc je me dis qu'est-ce que je vais faire de ça. Je me rappelle avoir lu ça, j'ai dit mais c'est intéressant ça. Et en marchant dans la rue, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ça. Je ne savais pas ce que c'était qu'être un poète. Hein. J'avais pris ce livre par hasard, il était là comme ça. C'est assez extraordinaire. Voilà. Il y a une trace que vous avez lue, L'ambre du côté droit, le dormeur du Val, ce dernier vers. Il oui. a deux trous rouges au côté droit. Oui, bien sûr, oui. Mais le texte là le reprend, hein, oui. Oh, oui, mais c'est Rimbaud, bien sûr, c'est volontaire, ça, hein, oui. Oui, c'est le premier texte ou le deuxième texte. Hein. Non, ça vous a pas échappé, mais ça fait exprès, hein, oui. Le dormeur du Val est très prenant, je trouve, parce que quand j'ai lu Le dormeur du Val, on a l'impression de quelqu'un qui sommeille, qui dort, et puis quelqu'un qui est mort, quoi, qui est là comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais remettre à la place du sang, j'ai voulu mettre de l'encre. Et c'est mon geste aussi dans la vie, finalement, pour appeler les êtres. À la place du sang, mettre de l'encre. C'est aussi un marque-page à mettre de l'encre, finalement. Effacer le sang, mettre de l'encre. Votre écriture est concise, précise. Il y a chez vous, comme le dit très joliment Anne-Marielle Wilwers, que je salue au passage, une manière de verticale du mot, qui donne à votre poésie, aux métaphores pourtant nettement aériennes, une coloration cependant hydrophonique, à mon sens. C'est une cascade d'eau qui s'écoule lentement, pas une chute, non, mais une douce cascade étagée comme on la penserait dans les jardins suspendus de Babylone. Écoutons, tu aurais pu être galet, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Tu aurais pu être galet, et tout cela aurait duré. Quelques gestes de plus, à me rappeler en boucle le roulis de ton éternité. Les jardins de Babylone, on ne sait pas les visiter, bien sûr. Bon, ça fait une idée des jardins de Babylone. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les jardins à cascade d'eau, par exemple. Je me souviens de la Villa d'Est, par exemple, à Rome, ou bien un très bel endroit. Ou bien en Belgique, les jardins d'Annevoie. Les jardins d'Annevoie sont magnifiques avec les cascades d'eau. Ils ont été restaurés il n'y a pas longtemps. Ce sont des jardins qui datent du XVIIIe siècle, du XVIIe peut-être, non, XVIIIe siècle. Et c'est vrai que l'eau est inspirante pour écrire, ça c'est certain. Donc ça donne du rythme, de la consistance aussi au texte. Si on parle de verticalité, oui, pourquoi pas la chute d'eau. Mais je pensais surtout à une échelle. C'est plus technique l'échelle, bien sûr, mais ce sera alors par exemple une échelle d'acide aminé qui se torsate et où le lecteur peut prendre un mot ou deux, en faire autre chose, parce qu'en fait je construis mes textes de manière à ce que ça serve à plusieurs choses, avec des sous-entendus aussi. Des sous-entendus de mots, des sous-entendus de sons, des sous-entendus d'idées, des sous-entendus de pensées, des sous-entendus de réflexion et des sous-entendus de ce que je dis quand je m'adresse à quelqu'un aussi, parce que c'est ma manière de faire, pour ne pas brusquer les choses. Donc pour susciter pas le désir, c'est pas ça, non, susciter l'émotion, plutôt ça. Alors c'est construit un peu comme une échelle, hein, donc les textes sont mis en échelle. Il y a de temps en temps un blanc pour la respiration, mais il y a surtout une idée, peut-être pas trop ici, mais dans quelques-uns de mes recueils, il y a des vers en partie au-dessus, puis en dessous. Et puis, au milieu, il y a un vers qui va servir à la réflexion à la fois pour le dessus et pour le dessous. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Bon, j'essaye de plus en plus de faire ça.
Donc c'est presque une marque de fabrique, je vais dire. Voilà, c'est un désir de faire quelque chose, pas d'original, mais c'est parce que je pense comme ça aussi. Parce que la réflexion va dans ce sens-là. Donc de penser un côté technique avant d'élaborer le texte. Je réfléchis comme ça aussi, parfois aussi. Diriez-vous, comme Callimaque, mon esprit aujourd'hui vieilli croit à se souvenir qu'il s'agit de lui, long poème, poème de merde, puisque le mot kakos permet ce rendu de l'expression grecque initiale, si j'ose dire, car chez vous, non seulement les textes sont courts, mais même les vers sont composés de très peu de mots. Ça révèle la méchanceté, hein, c'est le contraire de kalos, hein, qui est beau, et voilà, donc j'ai fait des gréco-latines, donc ça va. Donc j'avais compris l'allusion au kakos, mais non, je ne pense pas ça, je pense que je viens de dire, hein, donc il y a des gens à qui le vers long va très bien, voilà, c'est ça, mais disons que quand je lis long, je me lasse vite en fait. Ça, on parle du temps, bon, on n'a pas beaucoup de temps. Et puis quand on s'occupe d'associations, on sait aussi qu'on est pris par tout ce qu'on doit faire. Hein. Il y a aussi beaucoup de choses à faire pour les associations. Hein. Donc voilà. Oui, je trouve que pour dire les choses clairement, il ne faut pas être trop long, je trouve. Quand on est trop long, on dilue sa réflexion, on empêche les autres aussi d'y participer. Je crois que c'est une manière de penser, c'est pas... je ne vais pas imposer ça à d'autres personnes. Il y a des gens qui écrivent très long, à qui ça va très bien. Je pense à Jean-Michel Aubevert, par exemple, écrit des textes très longs, mais ça lui va très bien. C'est quelque chose comme ça. Bon, mais au début, j'écrivais des textes longs. J'écrivais des textes entiers, des pages à 4 entières. Donc j'avais été influencé justement par le genre de Gérard Prévost, je l'ai dit tantôt, ou par Albert Huguepas, que j'ai rencontré aussi, par exemple. Albert Huguepas qui écrivait en vers classiques et réguliers. Alors... je me suis tâté à ça, donc des vers réguliers, des choses comme ça, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais difficilement. Il faut une certaine formation, une certaine patience que je n'avais pas non plus. Et il faut forcer aussi la rime et des choses comme ça. Ça sonnait faux. Je ne parvenais pas à faire aussi bien qu'Albert Huguepas ou que Gérard Prévost ou que d'autres. Donc à ce moment, je laisse tomber et voilà, je passe à autre chose. Et le texte court m'a été révélé par finalement Anne-Marie-Louise Louert, qui un jour m'a présenté un de ses recueils. Ce recueil, c'est Cris voilés de l'enfant lune. C'est un petit recueil rouge qu'elle avait publié à l'époque à compte d'auteur. On avait créé un groupe de 5 personnes, un atelier d'écriture à 5, et on allait l'un chez l'autre. Du groupe des 5, il reste 2 personnes, c'est Anne-Marie et moi-même. Et on s'est retrouvés après des années, notamment à l'AREA ou à l'AEB. Je ne s'était pas vu pendant des années. Mais elle a fortement influencé mon écriture parce que je me suis mis à écrire court à ce moment-là. Ensuite, il y a eu le Grill avec Paul Van Mel, Guy Benz, Jean-Louis Crous, des gens comme ça aussi qui ont un peu motivé cette recherche, qui m'ont parfois encouragé aussi. On vous dit discret, voire timide, ce que je ne crois en réalité. Je dirais plutôt réservé, et d'une réserve que je qualifierais d'aristocratique, comme en témoigne votre sens de l'autodérision, déjà aperçu dans Un jour on pense avoir tout dit, et qui est encore plus pénétrant dans le texte final de votre recueil, avec lequel je vous propose de terminer notre entretien. Oh, je me suis fait à l'idée du poème, comme d'autres à l'idée de prison. J'ai autant de mal à convaincre de mon innocence. Patrick Deveau, merci de nous avoir accordé cet entretien. Et pour vous remercier de votre participation, cette rose, qui ne devrait être pour vous qu'une pierre de Ronsard. Et surtout, n'oubliez pas, maintenant et chaque mois, c'est bas les masques.